que c'est un sujet qui est majeur et qui est, pour l'instant, mis sous le boisseau. C'est l'assignation à résidence des mineurs, non accompagnés. Alors ça c'est une chose que je souligne ça pour les auditeurs de Radio Courtoisie. C'est vraiment une chose que j'ai découverte dans votre livre, parce que effectivement vous insistez là-dessus, vous êtes extrêmement précis, et c'est pourtant quelque chose qui échappe complètement à la plupart des gens. On n'en parle pratiquement jamais. Oui, alors j'ai eu la chance de pouvoir convaincre une revue de qualité comme la Revue des Deux Mondes de me laisser publier un article sur le sujet. Et la Revue des Deux Mondes n'est pas automatiquement une revue contestataire et qui traite de sujets sulfureux, mais ce problème, il est devant nous. Et il sera encore plus devant nous pour une raison technique, c'est que la France est pour l'instant le seul pays qui, depuis la loi Asile et Immigration du président Macron, enfin votée donc par la majorité du président Macron, permet non seulement à quelqu'un qui a 16 ans d'avoir un titre de séjour provisoire, mais d'avoir un titre de séjour définitif à 18 ans, ce qui va lui permettre non seulement de faire venir, dans le cadre du rapprochement ou du regroupement familial, ses parents, mais aussi ses frères et sœurs. Alors, quand on sait ce que représente la fratrie dans les pays africains, bien sûr, ça va pas être automatique, il y a des conditions, etc. Mais c'est une bombe, ça. C'est une bombe à retardement qui peut tout à fait exploser. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces mineurs non accompagnés, dont une grande partie ne sont pas mineurs réellement, ont été maintenant envoyés par leurs parents comme en fait des têtes de pont pour permettre aux parents un jour d'arriver. Donc, je ne dis pas qu'ils sont tous dans ce cas-là. Je dis qu'il y a une tentation bien compréhensible de dire à ces enfants, bah, écoutez, allez en France plutôt que dans un autre pays parce que nous pourrons vous y rejoindre. Ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Alors là, je voudrais vous poser deux questions. Beaucoup de gens disent que, dans le fond, la faille de l'immigration, c'est le regroupement familial. Et là, on fait, deuxième point, on fait une sorte de regroupement familial à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas le travailleur qui vient et qui ensuite fait venir sa famille, c'est l'enfant non accompagné qui vient et qui ensuite, alors qu'il ne travaille pas évidemment, mais bénéficie d'un soutien social tout à fait incomparable, unique en Europe, la France étant le pays le plus accueillant, qui ensuite fait venir sa famille. Voilà. C'est le regroupement familial à l'envers, comme vous dites. Là, on peut se demander quand même, je reviens toujours sur ma question de la complicité suicidaire d'un certain nombre de personnes, on peut se demander ce qui est passé par la tête des politiques qui ont commis cette énormité. Mais, comme d'habitude, on part de bons sentiments pour arriver à des aberrations techniques. On part de bons sentiments parce qu'on se dit, après tout, ce jeune, seul, coupé de ses racines, s'il pouvait être aidé par ses parents, retrouver des attaches familiales, ce qui pourrait se comprendre d'un point de vue humain, et on arrive à une aberration technique, c'est-à-dire que ça va, comme vous le dites, faire non seulement un regroupement familial qui existe déjà chez nous, mais un regroupement familial à l'envers. Alors, vous avez insisté sur ce point. On va encore évoquer deux sujets, mais assez rapidement. Le premier, c'est le financement du culte musulman. Alors là, je crois que notre gouvernement commence à prendre un peu la mesure de ce point et s'intéresse quand même aux sources du financement du culte musulman, même s'il n'a pas encore pris de décision drastique en la matière. Mais bon, ce problème est maintenant posé sur la table et l'opinion publique est en train de s'en emparer, et ça n'est pas une mauvaise chose.
Oui, parce que ce qui est le plus redoutable dans cette affaire, c'est évidemment le financement étranger, c'est-à-dire la mainmise d'un certain nombre de pays étrangers et qui souvent ont une forme d'islam extrémiste sur les mosquées qui sont en France. Alors, je terminerai par le dernier point, il faut restaurer la confiance envers les politiques. Alors là, je me suis dit, sapristi, Jean-Paul Gourevitch, qui est un homme sérieux, qui a écrit un livre solide comme c'est pas possible, termine par une sorte de vœu pieux qui fera rire les mouches. Restaurer la confiance envers les politiques en ce moment, là vous allez fort. Mais, bon, vous le reconnaissez aussi bien que moi, la France se défie aujourd'hui de ses élites, et notamment de ses élites politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons financières, pour des raisons de corruption, pour des raisons de contusion. Bon. Mais s'il n'y a pas au gouvernement ou dans l'opposition des gens en qui on peut avoir une certaine confiance, mais nous n'aurons plus confiance en personne. Donc c'est la loi de la rue. Et on voit bien aujourd'hui ce que donne la loi de la rue. Alors, je ne suis pas naïf. Je ne fais pas des préconisations de bisounours. Je pense que le lien entre le politique et l'opinion publique a été distendu et qu'il est sage, il est utile de restaurer une certaine confiance et d'une certaine façon, le grand débat a tenté de faire cela. Mais bon, le grand débat, c'est très bien qu'il y ait eu 1 500 000 personnes qui aient participé, mais ça n'est pas non plus la totalité de l'opinion publique française. Voilà, cher Jean-Paul Gourevitch, notre émission se termine. Je vous remercie encore d'être venu et d'avoir apporté beaucoup d'informations et de réflexions aux auditeurs de Radio Courtoisie.